Alors, lorsque nous avons fini d'examiner ces corps, les corps non identifiés sont toujours restés dans la chambre froide. Beaucoup ici ont dit qu'il y a eu une commission de restitution des corps. Oui. Cette commission de restitution des corps a été présidée par l'ancien ministre de la Ligue islamique. Et j'étais en contact avec cette commission. Chaque fois qu'il fallait restituer un corps qui est formellement identifié, on m'appelait pour me dire telle personne arrive, le corps, parce que les personnes passaient déjà à la morgue pour identifier les corps, et vous pouvez les restituer. Donc nous avons travaillé comme ça. Alors les corps qui sont restés non identifiés, et il était question maintenant d'organiser une identification visuelle pour appeler tout le monde, toutes les personnes qui ont perdu un parent, une personne, une connaissance, de venir et examiner, revoir encore une dernière fois si toutefois il y a une chance de retrouver son parent disparu. Dans un premier temps, ils ont proposé que cette restitution se fasse à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Par expérience, je leur ai dit qu'il est préférable que ça se passe à la grande mosquée. Parce que par le passé, j'ai quand même eu trop de souvenirs où de simples cas, quelquefois de délinquants, lorsqu'ils sont admis à la morgue, sous l'effet de la colère et tout ça, qu'on est venu quelquefois saccager. Je leur ai dit, c'est un dossier très sensible et je comprends parfaitement la douleur et peut-être la colère d'un parent de victime. Mais pour éviter qu'on soit dans un état où peut-être ils vont venir saccager un peu la mort, on va le faire à la mosquée. On est en majorité des croyants et peut-être ça va sensibiliser un peu. Ce qui fut fait, nous avons envoyé les corps non identifiés qui restaient à Ignace Dine, à la mosquée Faisal. Et nous avons demandé également la morgue de l'hôpital Donka qui est plus proche. On a sorti les corps qui se trouvent à la morgue de l'hôpital Donka pour les envoyer à la grande mosquée Faisal. Les corps étaient en linceul. On avait fait ce qui était possible sur le plan de la thanatopraxie, sur le plan des soins des corps, pour faciliter la reconnaissance. Il faut dire tout de suite que la dégradation des corps est un phénomène, est un processus naturel. Tout ce qu'on fait sur les corps, c'est pour retarder cette putréfaction. Et les corps, ce que j'ai oublié de vous dire, parmi les corps à l'admission, on avait 11 corps qui étaient déjà en début de putréfaction. Ça, j'ai oublié de le dire. Et on peut raisonnablement se poser la question, pourquoi ils sont morts le matin et le soir, ils sont déjà en début de putréfaction? C'est normal. Ça dépend, 1, des causes de décès et 2, des conditions de conservation des corps. Les corps ont été dans des camions, probablement entassés, qui sont restés probablement pendant un long temps sous la chaleur, et la chaleur accélère la putréfaction des corps. Donc, c'est la seule explication que j'ai pour dire que ces corps, pour expliquer pourquoi ces corps étaient en début de putréfaction avant les 36 heures qui sont connues pour le début de putréfaction. Donc, nous avons essayé autant que possible de préparer ces corps, de les mettre sous formol, de faire des soins de thanatopraxie et d'embaumement des corps pour restituer ou faciliter la restitution, restituer de la dignité de ces personnes décédées. Donc les corps ont été exposés à la grande mosquée. On a fait le tour, j'étais là, en blouse, j'avais des collègues médecins militaires qui étaient à côté de moi,
Il y avait la commission de restitution, les imams, les prêtres, le ministre lui-même, il était là. Ma mission, c'était encore de toujours continuer à veiller à l'état des corps et à aider autant que possible les personnes qui sont à la recherche à l'identification des corps. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons pu identifier certains corps. Et lorsque l'identification a été formelle par les familles, parce que elles qui savent maintenant, les corps ont été restitués. Il est resté quelques corps qui n'ont pas été identifiés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enterrer. Et l'enterrement de ces corps a été effectué par le CICR. Les corps ont été embarqués dans des camions militaires et envoyés au cimetière de Cameroun. Et l'enterrement a été réalisé par la Croix-Rouge. Lorsque l'enterrement de ces corps a été réalisé par la Croix-Rouge, quelques mois après, le président Dadis a mis en place une commission d'enquête. Cette commission d'enquête était composée de magistrats, des avocats, des médecins. Président de l'Ordre national des médecins, à ma qualité de président, j'ai représenté les médecins avec un de mes collègues chirurgiens. Et comme j'étais membre de cette commission d'enquête, je savais très bien que certains corps n'ont pas été identifiés formellement et ils sont enterrés à Cameroun. J'ai proposé à ce qu'on fasse une exhumation de certains corps et demander les personnes qui ont perdu leurs proches de venir. On va prélever le sang, on va prélever les cheveux à la recherche de l'ADN. Parmi ces victimes ou ces parents de victimes, j'ai suivi Maître Ba. Il a parfaitement raison. Il faisait partie, à travers son frère, des personnes que nous avons fait, qui ont bénéficié de ce prélèvement. Alors, nous avons d'abord fait l'exhumation des corps pour faire une extraction de l'ADN. Il y a des préparations à faire pour qu'on puisse extraire l'ADN. Nous avons suivi le protocole. Nous avons pris contact avec un laboratoire français qui s'appelle ToxLab, avec lequel on travaille depuis plusieurs années. C'est un laboratoire qui est agréé par la Cour d'appel de Paris. Nous leur avons dit que nous avons des prélèvements à faire et nous aimerions quand même les envoyer dans ce laboratoire pour faire une extraction de l'ADN et comparer avec l'ADN de certaines personnes que nous avons eu à prélever ici dans la recherche de leurs parents. Donc, du côté guinéen, j'ai essayé de passer l'information. Je crois que je ne connais pas le nombre de personnes que j'ai prélevées, malheureusement, mais je me rappelle de M. Ba, Maître Ba. Et avec d'autres personnes, nous avons fait des prélèvements de sang, nous avons fait des prélèvements de cheveux, nous avons fait des prélèvements de fanères, et nous avons prélevé les os au niveau du bassin, nous avons prélevé le fémur. Nous sommes allés avec les prélèvements. À l'époque, heureusement, il n'y avait pas Ebola, parce que, qui complique un peu le transfert des liquides biologiques. Donc, nous avons pu transférer les prélèvements à Paris. Arrivés à Paris, nous sommes allés à ToxLab et ils nous ont dit que c'est tellement compliqué qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils nous ont donné l'adresse d'un laboratoire qui se trouve à Nantes, qui est un laboratoire spécialisé de biologie moléculaire, qui est capable de faire l'extraction de l'ADN. Nous avons déposé les prélèvements à Nantes. Ils ont fait le travail. Vous savez, au niveau de l'ADN, il y a l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. Il était plus facile de rechercher sur la lignée maternelle des personnes disparues par rapport aux prélèvements qui ont été réalisés sur les fragments osseux
que de rechercher l'ADN nucléaire. Donc il fallait rechercher l'ADN mitochondrial. Nous avons envoyé dans ce laboratoire qui était spécialisé dans ce domaine. Ils ont fait les recherches. Un mois après, ils nous ont rendu les résultats. Et le résultat de ce laboratoire a été déposé à la commission qui a suivi ce dossier d'instruction, je ne sais pas, qui avait son siège au Palais des Nations. Au Palais des Nations. Je me rappelle, on m'avait demandé de déposer le rapport et j'ai très bien déposé le rapport. Et malheureusement, la recherche a été infructueuse. Autrement dit, sur les personnes prélevées ici, il n'y avait aucune personne qui avait, en tout cas, un lien de parenté avec les fragments osseux qui ont été prélevés ici. Et j'ai donné cette mauvaise nouvelle à Maître Ba, et qui a compris et qui a accepté, et tous les autres qui ont effectué ce prélèvement dans mon service. Monsieur le Président, pour terminer, nous avons essayé de voir un peu l'âge des victimes. Nous avons trouvé que sur les 58 corps, on avait 4 qui avaient un âge inférieur à 5 ans, à 15 ans. On avait 7 qui avaient un âge compris entre 16 et 25 ans. On avait 7 qui avaient un âge de 26 à 35 ans. 4 qui avaient un âge de 36 à 45 ans. Et 5 avaient un âge de 46 à 55 ans. Plus de 55 ans, on avait 5. Et l'âge, 50% avaient un âge compris entre 16 à 35 ans, et l'âge moyen était de 28 ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps, en attendant vos questions, sur, comme vous l'avez dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai fait dans le cadre de la gestion des dépouilles mortelles à l'occasion des événements du 28 septembre. Je vous remercie. Monsieur Ba, bon. D'abord, est-ce qu'on peut avoir toute cette documentation? Oui, Monsieur le Président, je vous remettrai un rapport. D'accord. Il y a eu en tout combien de corps? 58 corps, Monsieur le Président. 58. 58, que moi j'ai reçus. Et combien de corps ont été exposés sur l'esplanade de la mosquée Faisal? Bon, moi je fais la différence entre les 58, on a identifié formellement 31, 58 moins 31, je ne sais pas, ça fait combien? C'est ça, c'est le reste là qu'on a exposé. Vous avez dit? 58 moins 31. Je n'ai pas compris. On a restitué 31 corps qui ont été formellement identifiés. Oui. Voilà. Donc, 31 moins 58, je crois, j'ai noté ça quelque part ici. 27, hein? Voilà. C'est le 27. Ça. En tout cas, d'après le calcul, ça doit faire 27. Oui, c'est bien ça. 58 moins 31. Oui, c'est 31. Ça fait 27. Ouais. Ça veut dire que sur l'esplanade de la mosquée Faisal, il y a eu 27 corps. Ben oui, c'est le 27 qu'on a exposé. Mais il faut et dire... parmi ces 27, vous avez dit que 11 n'avaient pas pu être identifiés. Les 11, vous avez dit qu'il y avait 11 qui étaient déjà en état de putréfaction. Oui, oui, c'est pas... Je veux dire en état de décomposition. Non. En termes très simples. Non, non, c'est ce que j'ai dit. C'est dès le départ. Je devrais vous dire que parmi les corps qui ont été admis à la morgue de donc Niasdine, lorsqu'on débarquait les corps, 11 déjà étaient en état de putréfaction. Parmi les 58 corps. C'est pas les 58. Comment vous avez pu alors restituer ces 11? Mais comment j'ai pu restituer les 11? Vous savez, lorsque les corps sont décomposés, on peut aussi les restituer, c'est-à-dire qu'on peut travailler les corps
pour les mettre dans un état qui leur permette, d'avoir plus ou moins une reconnaissance visuelle. Mais comme je vous ai dit, la reconnaissance visuelle à elle seule ne suffisait pas. C'est tous les éléments antémortem qu'on a pu recueillir sur les corps. Est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande? Non. Vous avez procédé à une expertise. Vous avez procédé à des prélèvements que vous avez envoyés jusqu'en France pour pouvoir identifier les corps. Est-ce que ce n'était pas ces corps qui étaient en état de putréfaction qui n'avaient pas pu être identifiés? Non. Vous savez, l'identification de l'ADN c'est pas nécessairement lié à la putréfaction. Alors, combien de corps ont été enterrés et que les parents n'ont pas pu reconnaître? Oui, c'est ça le gros problème. C'est comme je vous ai dit, au stade, je m'occupais en fait de voir est-ce que les corps sont en état pour être mieux reconnus. Et deuxièmement, j'accompagnais les familles. Mais lorsqu'on a fini, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au stade, vers la fin, il y avait cette espèce de tohu-bohu, hein, parce que vous avez suivi, les films existent. Bon, ce que je veux savoir, simplement, professeur, il y a eu des corps qui ont été inhumés. Et c'est sur ces corps-là, ou bien ce sont ces corps-là qui ont été exhumés. Oui, ce sont ces corps. Pour pouvoir faire des prélèvements. Oui, mais pas tous les corps. Il y avait combien? Combien de corps exhumés? Non, je n'ai pas exhumé tous les corps. Vous savez, on a mis les corps dans des fosses. Et quand je suis venu avec les travailleurs de la morgue, on essaie de voir les corps qui étaient accessibles, qui étaient en surface certainement, et qui étaient dans ce fosse. On a prélevé 4 ou 5 corps. Ça veut dire que vous ne savez pas combien de corps ont été inhumés comme ça? Non, je sais que tout le reste des corps ont été inhumés, mais je ne peux pas vous dire combien, non. Parce qu'en fait, c'est la Croix-Rouge qui s'occupait de ça. Est-ce que tous les corps qui avaient été exposés sur l'esplanade avaient été restitués? Non. Non. Combien? Est-ce que vous faisiez partie de la commission de restitution? Non, je ne fais pas. Mais vous étiez là? J'étais là. Vous avez dit que vous étiez là, même en blouse? Oui, en blouse. Donc, vous avez suivi. Il y a eu des corps qui n'avaient pas pu être restitués. Oui, il y a eu des corps qui n'ont pas pu être restitués. C'était combien? J'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. Ces corps n'ont pas été retournés à la morgue? Non, non, non. On ne pouvait plus les garder. Parce que comme je vous ai dit, ils étaient en décomposition avancée. Donc il fallait... Est-ce que vous avez assisté à leur inhumation? Non, non. C'est la Croix-Rouge qui... La Croix-Rouge n'avait pas fait de rapport? Non, pas à moi. Pas à moi. Vous n'avez rien su après? Non, non. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de corps ont été inhumés? Je sais que tous les corps, parce que j'ai vu les camions bouger devant moi pour aller au cimetière. Le cimetière de Cameroun est à proximité de la grande mosquée. J'étais arrêté quand ils ont mis les corps dans les chambres, dans les camions pour les envoyer au cimetière. Et quand il s'est agi de faire l'exhumation, et facilement j'ai contacté le monsieur de la Croix-Rouge à l'époque qui est là, et il m'a montré là où les corps ont été inhumés. Je suis allé avec l'équipe des fossoyeurs. On a fait des prélèvements, comme je vous ai dit, sur les organes qui nous intéressent dans le cadre de l'identification. Mais ce n'est pas tous les corps qui ont été prélevés. Parce qu'en fait, on était en train de voir, est-ce que sur, par exemple, 4 ou 5 corps, on avait la probabilité au moins de retrouver un? Ce jour, aux environs de 18h, vous avez été appelé par des collègues médecins militaires. Oui. Vous avez dit, est-ce qu'on peut les connaître? Bon, vous savez, Monsieur le Président, j'ai souffert lorsqu'on a dit mon nom ici, en novembre. Est-ce qu'on peut connaître ces noms? Je vous le dirai, mais pas ici, publiquement. Je n'ai pas compris. C'est mon droit. Si je peux le faire, pas hors micro, je le ferai. Parce que j'imagine un peu ce que ça peut leur faire, d'entendre leur nom cité ici. Moi, j'ai souffert. J'étais à Abidjan quand on a dit ici qu'on a parlé du professeur Hassan Ba, mais c'est toute ma famille qui a souffert de ça. Et je ne veux pas infliger la même souffrance à mes collègues. Mais je vous donnerai leur nom, c'est simple. Et c'est facile d'ailleurs de le savoir. Qui était médecin-chef du service santé des armées à l'époque, c'est connu. Les médecins qui y travaillent, ça. Ça veut dire que vous avez été appelé par le médecin-chef? Oui.
Pas le médecin-chef, oui, à l'époque. C'est lui qui vous a appelé? Son assistant, son adjoint. Lui ou son adjoint? Oui, son adjoint précisément. C'était son adjoint qui vous avait appelé. Oui. Est-ce que ce jour, on vous a dit d'où sont venus les camions pour la morgue de l'hôpital Ignace Dine? D'où sont venus les camions? Oui. Non. Et quand je suis arrivé à la morgue, je les ai trouvés. C'est là où ils m'ont dit oui qu'il y a eu des décès. Et ils m'ont expliqué. Moi, j'étais surpris parce que jusqu'à 18 h, moi, je ne savais pas qu'il y a eu des morts. Et on attendait. Ils m'ont dit seulement, docteur, attendez, ils vont envoyer les corps. Je me posais des questions. Est-ce que c'est des ambulances? Est-ce que c'est les corbillards qui vont déposer les corps? C'est après j'ai vu les camions militaires bâchés qui ont déposé les corps. Vous avez dit qu'il y a eu un premier camion contenant 25 corps. Et après, il y a eu 2 autres camions. Vous me suivez? Oui, il y a eu un premier camion de 21 corps. De 21 corps, vous me suivez? Oui. Il y a eu un premier camion de 21 corps. Oui. Après, il y a eu 2 autres camions. Oui. La capacité de réception de la morgue de l'hôpital Ignace Dine ne pouvant accueillir que 10 corps, vous avez orienté les 2 autres camions vers Donka. C'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Monsieur le Président, le problème a été le suivant. Lorsque j'ai reçu le 21 corps, je savais déjà que j'étais déjà... Là, je vous comprends. Hein. Vous comprenez? Est-ce que vous avez orienté... Non, je n'ai pas orienté directement. Le deuxième camion est arrivé, ils ont débarqué 7 corps. Vous comprenez? Le troisième camion est arrivé, ils ont descendu les 15 corps. Après, je leur ai dit, arrêtez, je ne peux plus continuer. Je dis, le dernier camion qui est arrivé, je leur ai dit d'embarquer, je crois à l'époque, 10 corps pour les ramener à Donka, parce que j'avais déjà commencé à mettre les corps 2 à 2. Parce qu'en plus des 10 corps que j'ai ramenés, ou j'ai oublié le chiffre exact à Donka, parce que je m'occupais des 2 morgues, il y avait tous les décès maintenant des services techniques de l'hôpital Donka, je les envoyais directement à la morgue de l'hôpital Donka. Donc c'est le dernier camion qui a retourné certains corps à Donka. Il y a eu en tout combien de camions? 3. 3 camions. Oui. Et ce sont les corps de ces 3 camions que vous avez reçus, que vous avez partagés entre tout à fait, Donka, Ignace et Donka. Et Donka. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il y a eu des examens et que les résultats étaient infructueux. Étaient infructueux. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez dire qu'il y a eu des corps qui n'ont pas été retrouvés? Non. Vous savez, la technique de l'ADN, c'est très compliqué. La seule preuve scientifique qu'on pouvait avoir était de retrouver l'ADN correspondante avec les personnes ayant des parents disparus. Mais ce n'est pas dans tous les cas, surtout lorsque le corps est en état de décomposition, qu'on peut mettre en évidence l'ADN. Et c'est pourquoi je dis que le type d'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial, c'est le type d'ADN qui est le plus qu'on retrouve partout et qui résiste pendant très longtemps, mais qui ne peut se retrouver que sur la lignée maternelle, qui dure sur la lignée maternelle. Exemple, si par exemple, lorsqu'on a prélevé, on recherche l'ADN mitochondrial, il est plus facile de retrouver un oncle qui a donné son sang ici pour retrouver son neveu qu'un frère ou du côté paternel. Et même un cousin du côté maternel, on a la possibilité de retrouver l'ADN mitochondrial. Ça, c'est le premier aspect. On peut ne pas retrouver l'ADN. Et deuxièmement, peut-être les fragments qui ont été prélevés dans cet échantillon, il n'existait pas l'ADN des personnes qui sont soumises à ce prélèvement. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont accepté de le faire, ou peut-être qui avaient l'information.
Mais, Monsieur le Président, puisqu'il est constant dans ce dossier, c'est des faits constants, qu'il y a eu, Monsieur le Président, des enlèvements et des séquestrations à la base de l'antidrogue, à la question de savoir est-ce que non seulement il est lié à ces enlèvements, il est lié à ces tortures. Monsieur le Président, il a déclaré qu'il ne connaît rien dans cette affaire. Il a même dit, Monsieur le Président, que lui, ces éléments n'ont jamais torturé. Et il a déclaré, Monsieur le Président, que malgré les jours qui ont suivi, les éléments, les manifestants ont été retenus à la base de l'antidrogue. Il a déclaré clairement qu'il ne savait pas, qu'il n'a vu aucune personne, Monsieur le Président. Contrairement aux déclarations des partis civils qui ont indiqué clairement la base de l'antidrogue qui était dirigée par le colonel Tchegoro Kamara. Monsieur le Président, il a aussi déclaré devant vous, soutenu devant vous, qu'il n'y a jamais eu des conteneurs, à la base de l'antidrogue. Bien que les partis civils ont comparé devant votre tribunal et ont indiqué clairement qu'ils ont été détenus, ils ont été séquestrés dans ces conteneurs. Monsieur le Président, pour vous dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, les faits commis ces jours et poursuivis à l'encontre de Monsieur le colonel Tchegoro Kamara, il a rejeté en bloc ces faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a également déclaré, Monsieur le Président, que ce jour et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque allant dans ce sens, qu'il a joué, comme d'habitude, son rôle de bon soldat, et les événements du 28 septembre sont étrangers. Monsieur le Président, enfin, il a déclaré, quand on parle de la planification, la conception, la planification, l'exécution, malgré qu'il était présent au stade avec ces éléments, il a déclaré qu'il n'a pas participé à la planification, à la conception, à la planification et à l'exécution des instructions. Et il a également dit qu'il n'a nullement reçu les ordres du capitaine Moussa Dadis Kamara, bien que le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal, a dit clairement que c'est le président Dadis avait instruit au colonel Tchegoro de veiller ce jour au maintien d'ordre. Il a nié systématiquement ces faits également par devant votre tribunal. Monsieur le Président, M. Abdallah Chérif Diaby également a été renvoyé par devant votre tribunal et, Monsieur le Président, bien avant qu'il soit renvoyé par devant votre tribunal, il a été interrogé. Il a été interrogé par le pôle de juge d'instruction, suivant procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012. Et il a eu à tenir des déclarations, Monsieur le Président, selon lesquelles ce jour, très tôt le matin, 28 septembre, il était parti. Il était en route pour Koya, où il a un chantier. Il partait voir, Monsieur le Président, ce chantier. Et en cours de route, si les mémoires sont bonnes, au niveau de Yimbaya, il a déclaré qu'il a reçu un appel de général Sano, le demandant de sa position. Et il a déclaré à ce dernier qu'il est en route pour Koya, et ce dernier lui a donné des instructions fermes de rebrousser chemin, puisqu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, que c'est ainsi. Il a rebroussé chemin. Et, Monsieur le Président, tantôt, il déclare qu'il a commencé par le camp Alpha Yallo pour aller prendre la clé de la pharmacie. Tantôt, il déclare qu'il a commencé à Nongo pour prendre la clé de la pharmacie, s'occuper des victimes.
Monsieur le Président, en tout état de cause, il a déclaré devant vous, devant le pool de juges d'instruction d'abord, que ce jour, il a rebroussé chemin. Il allait prendre les clés de la pharmacie. Il est venu recueillir les avis au camp Alpha Diallo. Et, Monsieur le Président, il s'est dirigé à l'hôpital Donka pour voir les victimes, Monsieur le Président. Qu'arrivé, il a trouvé les victimes à même au sol et il a donné des instructions à la directrice de l'hôpital pour s'occuper des victimes. Et qu'après sa visite au camp, à l'hôpital Donka, il s'est retourné au camp Alpha Diallo pour rendre compte au capitaine Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, qui aussitôt a mis un moyen financier à hauteur de 1 milliard de francs guinéens pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, il déclare qu'après avoir reçu ce montant de 1 milliard, il s'occupait de toutes les victimes à travers les médecins, la directrice de l'hôpital. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il a administré des coups ou proféré des injures à l'encontre des victimes, des blessés qui étaient au camp, à l'hôpital Donka, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a nié systématiquement ces faits. Il a déclaré qu'il n'a jamais proféré d'injures à l'encontre d'une victime. Il n'a jamais tenu des propos de nature à atteindre dans leur dignité ces blessés qui étaient à l'hôpital Donka. Par contre, qu'il s'est mis à la disposition des médecins en les donnant des moyens pour s'occuper des victimes, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir de M. Ablaye Cherif Diaby, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012, il a nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a déclaré également que, contrairement à ce qu'on allègue contre lui, il a joué le rôle d'un médecin. Parce que, Monsieur le Président, il a eu l'empathie à l'endroit des victimes. Contrairement à ce qu'on le reproche, pour dire qu'il a même donné des coups de pied aux victimes qui étaient là. Monsieur le Président, il a comparu également par devant votre tribunal et il a été soumis à un interrogatoire au cours duquel, Monsieur le Président, comme il l'a fait devant le pool de juges d'instruction, il a nié en bloc les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a les mêmes moyens de défense qu'il a invoqués par devant vous. Il a nié les faits pour dire qu'il était en route pour Koya. Il a été appelé par le général Sano et il a rebroussé chemin pour venir s'occuper des victimes. Et il a déclaré également par devant vous, Monsieur le Président, que ce jour, quand il est arrivé au stade et à l'hôpital Donka, il a donné des instructions aux médecins de s'occuper des malades. Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré, contrairement aux déclarations des partis civiles, certaines parties civiles, pour dire qu'il n'a jamais donné de coups aux victimes, qu'il n'est jamais venu en tenue militaire au stade, à Donka, qu'il n'est jamais venu avec un nombre important de militaires à l'hôpital Donka. Monsieur le Président, il a déclaré tout ceci devant vous pour dire que lui, il était en boubou, contrairement aux déclarations faites par les partis civils, pour dire qu'il était effectivement en tenue militaire et il était accompagné d'un nombre important de ses gardes. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant vous que les corps qui ont été conduits au camp Samori Touré, il a vu ces corps. Et quand les corps sont arrivés
au camp Samori Touré, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il a été instruit par le général Toto, paix à son âme, de s'occuper de ses corps. Il a déclaré que lui, il a vu 54 corps et immédiatement, il a donné des instructions de convoyer ces corps à la morgue de Ignace Dine. À la question de savoir, étant ministre de la Santé à l'époque des faits, où son parti s'est disparu, Monsieur le Président, il a déclaré devant vous qu'il ne connaît nullement la destination des disparus. Il a déclaré, Monsieur le Président, également devant vous, qu'il ne savait pas où sont enfouis, ensevelis ces corps. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant votre tribunal que contrairement à tout ce qu'on allait contre lui, il a joué le rôle d'un bon médecin. Qu'il est un chirurgien, et tout le monde le connaît, qu'il peut opérer toutes les parties du corps humain. Monsieur le Président, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est bon et il ne peut commettre ces faits, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations des partis civils selon lesquelles M. Ablaye Serif Gabi, Monsieur le Président, a proféré des menaces, des injures à l'encontre des victimes. Contrairement, Monsieur le Président, au passage d'une des parties civiles, par devant votre tribunal qui a déclaré qu'un jour, étant à Donka, il a vu les camions venir pour embarquer les corps en présence de M. Ablaye Serif Gabi, et il était là avec ses hommes. Il déclare, il a nié ses faits, Monsieur le Président, par devant vous, pour dire qu'aucun embarquement n'a été fait en sa présence. Il ne connaît pas la destination des corps des disparus. Monsieur le Président, cette question est revenue à plusieurs fois, puisqu'il était ministre de la Santé à l'époque des faits, pour savoir où sont partis ces disparus, qui est une question très épineuse et à laquelle le tribunal, Monsieur le Président, va répondre dans la décision à intervenir. Des cas de complicité, de torture. C'est vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. Il est complice de quoi? Il a fait quoi? Et la gravité, Monsieur le Président, c'est sciemment fait. Parce que le complice peut être puni des mêmes peines que l'autre principal. C'est le régime juridique de la complicité. C'est une évidence. C'est tout, Monsieur le Président. Et à partir de là, puisque le ministère public se cache derrière une demande qui a fait l'objet de beaucoup de débats ici, pour la question de réqualification, il faut trouver à tout prix un échappatoire pour prendre la tête de ce monsieur-là. Mais ça, c'est réglé. C'est réglé, Monsieur le Président. C'est réglé. Mes distingués confrères de la défense, très poignants, passeront ici. Et on en a débattu. On en a débattu. On en a débattu. Monsieur le Président, c'est grâce à la réforme enclenchée depuis le 26 octobre 2016 que certaines infractions ont été renvoyées devant le tribunal criminel. Parce que vous avez certainement, en matière maintenant pénale, vous avez une plénitude de compétences au sens de l'article 378 du Code procédure pénale guinéen. Ça traite la compétence du tribunal de première instance. Sinon, les coups et blessures volontaires, non-agissance à personne en danger, ce sont des infractions correctionnelles qui relèvent de la compétence du tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. Mais si quelqu'un se retrouve devant un tribunal criminel, ce n'est pas votre faute, c'est la réforme. Mais puisque vous avez une plénitude de compétences, vous avez la possibilité de trier, de savoir telle personne est poursuivie pour telle infraction, telle personne autre est poursuivie pour telle infraction. Il vous appartient, Monsieur le Président,
de trancher. Complicité d'enlèvement. Mais qui a été enlevé ici? Et que l'intéressé démontre que le colonel Diaby était complice de cet enlèvement. On a parlé des cas de torture. Qui a vu où colonel Abla Chérif Diaby? Où? Où? Nulle part. Nulle part. Nulle part, ce monsieur n'a la possibilité de participer à un acte de torture en fournissant des moyens ou en donnant des instructions. On donne les instructions lorsqu'on est responsable, lorsqu'on veut, lorsqu'on a une équipe, lorsqu'on a des subordonnés. On donne l'ordre, on exécute l'ordre. C'est pas bien. On devrait avoir le courage, à un certain moment donné, lorsqu'on est parquetier, parce que vous poursuivez à charge et à décharge, lorsque vous vous rendez compte que les faits qui sont reprochés à telle personne ne sont pas constitués, je m'attendais à ce que le ministère public, peut-être, vous dise, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, respectueux membres du tribunal, en ce qui concerne les infractions, coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, complicité de participation, de fourniture, d'enlèvement et torture, de séquestration, à l'encontre de colonel Abla Chérif Diaby, ces faits ne sont pas constitués. Nous avons trouvé aucun indice. C'est très courageux. C'est très courageux. C'est possible. C'est courageux, c'est possible. Et donc, le simple fait de dire simplement que le colonel a agi en pleine connaissance de cause, en participant à l'instruction, à la fourniture pour la commission des infractions d'enlèvement, des infractions de torture, des infractions de séquestration des manifestants, c'est sincèrement de l'abus. C'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Là-dessus, on ne discute pas trop parce que simplement, Monsieur le Président, aucun acte, aucune preuve ne peut être brandie à l'encontre de mon client en ce qui concerne cette infraction parce que simplement, il n'y a aucun fondement. La torture, la séquestration, il faut un lieu. Et lorsque vous avez ces lieux, vous devrez être en mesure de prouver qu'il y a une personne extérieure qui a participé à cette torture ou bien qui a encouragé ou qui a facilité la commission de ces infractions. Mais alors, qui a parlé ici? Partie civile, ministère public d'ailleurs, et aussi les témoins. Les témoins. Tantôt il y a les tortures au camp Koudara, à l'époque. Mais qui a narré ici, effectivement, que le colonel Abla Chérif Diaby était présent, qui n'a pas dénoncé, qui a participé à la commission de ces infractions-là? Personne. 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 Et donc, ces infractions prévues à l'article 303 du Code pénal, cette complicité à l'égard de mon client est sans objet, sans fondement. Sans objet, sans fondement. Ces infractions ne sont pas constituées à son encontre. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, honorables membres du tribunal, statuant en matière criminelle, dans ce procès historique du 28 septembre
les événements du 28 septembre 2009, l'heure de la vérité a sonné. Vous devrez véritablement être très patient et très prudent. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas. Je vous sais indépendant. Depuis, vous avez incarné une personnalité depuis. Reconnaître la valeur de ton prochain, ce n'est pas une faiblesse. C'est une prise de conscience pour en faire autant. Vous méritez d'être salué. C'est une évidence. Loin de vous jeter des fleurs, c'est ce que vous méritez en fait. Alors, Monsieur le Président, je vous disais tout à l'heure que, à travers vous et par votre autorisation de m'avoir donné la parole, les uns et les autres sauront ce grand monsieur qui est là. Ce grand monsieur qui est assis ici au box des accusés aujourd'hui. Colonel Abla Chérif Diaby. C'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe qui. Monsieur le Président, son parcours, je souhaite que ceux qui font la faculté de médecine puissent emboîter les pas. Ceux qui veulent être militaires puissent emboîter les pas de ce monsieur-là. Monsieur le Président, en 1967, colonel Abla Chérif Diaby est inscrit à l'école primaire de Matam, Petit Moscou, Matam 1, Conakry, admis au CPE en 1975. Collège Bonfim, à l'époque appelé CER, du deuxième cycle de Bonfim. BEP en 1975 à Bonfim. Lycée Bonfim, centre de l'enseignement révolutionnaire. Baccalauréat unique en 1978. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Au lycée de Coléa, admis avec mention bien, lauréat. Tout part de là. 1978-1984, faculté de médecine et pharmacie de Hayamafori, Bangoura, premier degré, et de l'Institut polytechnique de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplômé de docteur en médecine, enrôlé dans l'armée en 1985 pour la formation militaire obligatoire, 19e promotion de l'université, appelé Hindou Police ou Guantani donné. Notez bien, Monsieur le Président, à l'époque, l'armée guinéenne ne comptait que 2 médecins. À l'époque, il n'y avait que 2 médecins dans l'armée guinéenne. Et il faisait partie. Le reste, c'était des infirmiers. Alors, diplôme universitaire obtenu. Doctorat en médecine de la faculté de médecine et pharmacie de l'Institut polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplôme en médecine infectieuse et tropicale de l'université de Marseille 2. Diplôme de médecine de catastrophe de la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille. Diplôme de chirurgie générale de la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat, c'est le Maroc. Diplôme de chirurgie de guerre de l'école d'application de l'hôpital militaire de Valde de Paris. Diplôme de médecine et armée de l'école d'application de collège de médecine de San Antonio de Texas aux États-Unis d'Amérique. Breveté parachutiste de l'école des troupes
aéroportiers de Port-France, diplôme de commando du Centre national d'entraînement commando de Montiou, ça c'est en France. Compagnie d'effectuer, guerre de la Sierra Leone, guerre du Libéria, guerre de la Guinée-Bissau, attaque rebelle en Guinée en 2000, comme demande de l'antenne médico-chirurgicale. Cette partie, lorsqu'il a passé ici, Monsieur le Président, colonel Chérif vous a dit qu'il a été même un prisonnier de guerre. Mais au même moment,